Alors, bonjour et bienvenue à cette période d'échange qui a été organisée par Coaching Québec autour de ce thème de l'hypnose au service de l'humain. L'hypnose qui oscille entre science et magie. On ne sait pas s'il faudrait mettre science ici ou magie ici ou l'inverse, mais l'idée, c'est de s'intéresser aujourd'hui déjà, ce grand paradoxe de se dire, waouh, c'est quand même une approche qui appelle dans la réflexion autant la science que la magie, et de se demander qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'humain, parce que l'idée, c'est de se dire, waouh, c'est une approche au service de l'humain. Et à la proposition de Nicolas, et parce que je surfe un peu sur l'occasion que j'ai d'être avec Jean à Paris en ce moment. Alors, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir Jean Dupré, qui est formateur à l'Arche pour le cursus de l'Arche qui est donné par Coaching Québec au Québec et qui est particulièrement spécialisé en hypnose conversationnelle. Donc, merci déjà. Merci à toi, merci Oui. à Coaching Québec, merci à Québec, merci à Montréal. Donc, nous sommes à Paris en pensant très fort à cette collaboration-là qui a été faite entre l'Arche et Coaching Québec il y a quelques années. Donc, il y a déjà plusieurs groupes de techniciens, de praticiens qui ont été formés au Québec. Et c'est vraiment beau et riche de voir que des formateurs de France, donc, comme Jean, viennent faire un tour au Québec pour offrir des formations qui autrement ne seraient données qu'en France Pour ou moi, en Suisse peut-être. pour moi, c'est un grand plaisir. Le temps de vol est un peu long, Hmm. mais à part ça, une fois qu'on est là, c'est un plaisir d'accompagner le premier groupe que j'ai eu accompagné à Montréal. C'était très chouette, que j'espère que c'était partagé, puisqu'en plus, il y a même des Québécois qui sont venus en France pour nous voir cet Dernièrement. été et cet automne. Donc, ça veut dire que normalement, ça doit être un peu sympa. Et Hmm. puis, moi, j'ai beaucoup de plaisir à retourner au Québec où j'étais pas allé depuis assez longtemps. Et on est en train de se programmer de passer un joli temps au mois de février 2026, je crois, hein. Ouais, Ouais. exactement. On Donc, planifie avec un peu d'avance. oui, parce que il y a des grands déplacements, mais il y a cette proximité autour d'un sujet de passion commune, autour de l'humain, de la communication, du De la changement, de créativité, la de la créativité, poésie, du chant, de l'émerveillement, du changement. Oui, tout ça. tout ça. L'hypnose, c'est juste une façon de raconter une histoire, en fait. Et il y Hmm. a beaucoup d'histoires qui racontaient l'hypnose avant qu'elle s'appelle hypnose. C'est quand même fou de se dire qu'il y a dans le mot hypnose que ce mot-là. Ce midi, on discutait de ça. Pour vous, c'est le midi, mais pour nous, ce midi, c'était il y a 6 heures. Mais il y avait cette idée de nommer la puissance du mot hypnose comme étant Ouais. déjà un déclencheur d'état modifié de conscience déjà. Tu veux nous en parler un peu? Je ne sais pas exactement quel est le niveau de connaissance de l'hypnose du public qu'on va avoir aujourd'hui, mais je trouve que ça vaut la peine de rappeler deux, trois choses. La première, c'est que on fait généralement dater la naissance de l'hypnose, bizarrement, pas du début de l'hypnose, mais de ce qu'on a appelé le magnétisme animal au XVIIIe siècle. Et ce qui est joli, c'est de penser que l'hypnose, qui s'appelait pas encore hypnose, elle est née de la tentative d'un médecin franc-maçon autrichien d'essayer de comprendre sans la religion ce que faisait un célèbre exorciste qui s'appelait Gastner. C'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire que l'hypnose, qui s'appelle pas encore hypnose, commence par la tentative de séculariser un truc très bizarre, des rituels étranges qu'on appelait à l'époque euh, exorcisme, et où l'idée c'était de chasser le mal du corps des malades. Donc, pas simple, hein. Et moi, je trouve ça intéressant que ça date de là parce que ça vient pointer quelque chose de très précis. C'est en fait ce qu'on appelle hypnose aujourd'hui. Ça a toujours existé dans toutes les cultures et à toutes les périodes de plein de manières différentes. Ça a toujours existé. Le mot qui me vient le plus évident, c'est comme des tentatives de hacker l'esprit habituel
pour avoir accès à l'esprit plus mystérieux, celui qu'on ne contrôle pas, celui qui fait que par moment l'émotion prend trop de place, celui qui fait que par moment il y a des troubles individuels ou collectifs qui se produisent. Mm. Et ça portait plein de noms. Ça s'appelait envoûtement, ça s'appelait sorcellerie, ça s'appelait esprit de la forêt, ça s'appelait euh, muse, ça s'appelait divinité, ça s'appelait esprit saint. Et puis parce que on était en Autriche au siècle des Lumières, et ce qui fait penser que Franz Anton Mesmer était franc-maçon, c'est que un de ses amis qui jouait chez lui, c'était un certain Wolfgang Amadeus Mozart. Euh, à ce siècle des Lumières, on va chercher une chose, c'est à tenter de désenchanter la pensée, de sortir des systèmes d'explication pseudo-irrationnels au profit de la connaissance et de la science, Mm. dans un projet d'émancipation des peuples d'un certain nombre de croyances qui avaient pu les maintenir asservis dans une recherche de connaissances, de savoir. Mais ce qui s'est passé très rapidement, et ça commence dès le magnétisme animal, parce qu'au fond, Franz Anton Mesmer, il essaye de donner une explication rationnelle à un phénomène qu'il perçoit comme irrationnel. Et ce qu'il va donner comme explication rationnelle, ben, c'est une explication pseudo-scientifique qui, à ce jour, n'a pas été validée, Mm. même s'il y a plein de gens qui pratiquent encore le magnétisme au XXIe siècle. On n'a pas d'éléments scientifiques probants de la validité de cette hypothèse. Et je voudrais insister sur une chose qui me paraît importante. Je ne vais pas du tout défendre l'idée du magnétisme ou pas du magnétisme, ce n'est pas le sujet. Mais je voudrais rappeler que le fait qu'on n'a pas pu prouver l'existence du magnétisme ne prouve pas qu'il n'existe pas. Mm. Mm. C'est juste qu'on n'a pas pu le prouver et que dans une pensée scientifique, la charge de la preuve est à celui qui dit quelque chose Existe. existe. Mm. Donc, on ne peut pas dire le magnétisme animal existe avec une affirmation rigoureuse Mhm. scientifique. Mais avec la même affirmation rigoureuse scientifique, on ne peut pas dire ça n'existe pas. On peut juste dire à ce jour, ça n'a pas été prouvé ni dans un sens, ni dans l'autre. Parce qu'on ne peut pas prouver la non-existence de quelque chose. Mm. Donc, c'est important de se rappeler ça, puisqu'on va parler de science, Ouais. de se rappeler que ben, le mot hypnose, qui va apparaître au 19e sous la plume de plusieurs auteurs les uns après les autres, d'abord hypnotisme, puisque ça nous vient de l'anglais et de Hesdale. Non, pas de Hesdale, de l'autre, celui qui fait le monoïdéisme. Ça va me revenir. Le Braid. braidisme, voilà. Euh, c'est un mot qui apparaît pour tenter de donner des explications rationnelles à un phénomène qui était perçu comme irrationnel, mais bizarrement, les premières explications qui sont données ne sont pas plus valables, en fait. Et je trouve ça assez réjouissant, parce que ça montre bien comment cette discipline tâtonne dans sa tentative d'explication. Et puis, au 19e, et je ne sais plus quel auteur, et pardon, mes références manquent parfois, je suis un peu fatigué en plus, et puis je n'ai pas ouvert toute une bibliothèque pour préparer ce programme, mais au 19e, il y a un auteur, genre Victor Hugo ou Dumas ou un autre, qui dit, ce siècle a tenté de faire sortir l'irrationnel par la porte, mais il revient par la fenêtre. Et c'est vrai que le paradoxe, c'est que fin 18e, 19e, alors que c'est le siècle des Lumières, puis le siècle des découvertes et de l'industrialisation et de plein de grandes découvertes, on voit apparaître le spiritisme, le mentalisme, euh, tous ces gens qui vont... le spiritisme va jouer un très grand Mhm. rôle. Bizarrement, c'est aussi la période où on va écrire sur, comment il s'appelle, Frankenstein, qui est vraiment un mélange de magie et de science, puisque c'est cette tentative d'inventer une histoire où on ranime un mort par une technique scientifique. Et, euh, et en fait, toute cette période, et c'est pas fini aujourd'hui, on va y Mhm. revenir, hein, parce que on est au 21e siècle, le siècle de la science, la plus aboutie qu'on ait jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité, avec de plus en plus de prise en compte de la notion de complexité et de boucles de rétroaction, et où on a fait des découvertes incroyables, et en même temps,
on a inventé la notion de fait alternatif. Et en gros, on vit dans des univers parallèles où chacun peut croire ce qu'il veut, Mhm. puisque chacun est exposé à des algorithmes qui lui permettent de voir que ce qu'il a Mhm. l'habitude de penser. Et alors que la science n'a jamais été aussi avancée, sous une certaine forme en tout cas, parce que peut-être faudra aussi se réinterroger un jour sur la dimension européo ou occidentalo-centrée de la science, parce que c'est quand même d'une très grande arrogance de penser que la science n'a pas existé avant Ah, l'invention de la méthode scientifique en Europe. Euh, hmm. mais bon, on a l'habitude d'être arrogant en Occident. Euh, et malgré tout, aujourd'hui encore, alors qu'on a des clés pour mieux comprendre le monde que jamais, on voit qu'il n'y a jamais eu autant de platistes dans les pays occidentaux au cours du dernier siècle, quoi. Mhm. C'est assez fou de penser ça. Et ça vient questionner le besoin, c'est là-dessus que je voudrais qu'on parle le plus ce Ouais, soir, aujourd'hui. le besoin de fables dans l'esprit humain, le besoin d'avoir des histoires pour expliquer. Hmm. Alors, la science tente d'expliquer par des faits. Même la science, parfois, oublie qu'elle est science pour ériger des hypothèses en vérité. Évidemment, ce n'est pas le propre de la démarche scientifique, mais les scientifiques ne s'exonèrent pas de ce travers humain. Et puis surtout, euh, il y a plein de choses qui ne sont pas encore expliquées. Et je pense qu'on a énormément à apprendre de cette tendance de l'esprit humain à se raconter des histoires et à laisser l'imaginaire créer la réalité. Je ne sais pas si certains de nos auditeurs ont lu le premier livre de Yuval Noah Harari, Sapiens, par exemple. Je pense que toi, oui, parce Hmm. que on est un peu pathologiquement curieux. Mais on y voit la place de la fiction dans la construction des civilisations. Est-ce que vous vous rendez compte que, par exemple, l'argent Ça est une n'existe pas? fiction Ouais. qui n'existe que parce qu'on fait semblant d'y croire tout en sachant que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en plus, le plus incroyable, c'est que la plupart des gens qui savent comment fonctionne l'économie savent que l'argent est une fiction, et ça n'empêche pas de faire reposer le fonctionnement du commerce international sur une fiction qui repose sur l'acceptation collective de cette fiction. Moi, je trouve ça assez joli. Pour être juriste de formation initiale, j'oublie pas que le droit est une fiction et que ce Ouais. qu'on a appelé le droit naturel lors du siècle des Lumières était en fait la redécouverte souvent de lois bibliques traversées, qu'on tentait de remettre à jour avec une autre forme d'explication que le religieux. Et au fond, même notre identité est une fiction. Ouais. Même le mot identité est peut-être la fiction la plus folle. Vous vous rendez compte que le mot identité vient de la racine identique, ce qui suppose qu'on serait le même du début à la fin de notre vie. Ça questionne Ça, quand c'est même un peu, inquiétant. non, comme Ouais. fiction. Je veux dire, la seule chose qui atteste de notre identité, c'est qu'on habite à l'intérieur de la même peau, même si elle a grandi, et qu'on a des papiers, mais ces papiers sont aussi des fictions, parce que je ne suis pas Jean Dupré. Hmm. Je m'identifie à Jean Dupré parce que socialement, collectivement, pour la sécurité sociale, c'est plus pratique de ne pas changer de nom sur les 5 minutes, mais je ne suis pas ce nom. Ce nom ne me définit pas. Je suis. Hmm. Et si l'identité est une histoire, Ouais. alors qu'est-ce que l'hypnose peut faire au service de l'humain qui parfois, après, ça dépend de l'histoire qui est racontée par rapport à l'identité. C'est-à-dire qu'on peut se raconter toutes sortes de choses sur nous-mêmes, qu'on est bien, qu'on a du talent, qu'on a réussi, nanana. Mais on peut aussi se dire, ah, je suis nulle, je Mhm. réussis jamais ce que je fais, je suis un grand anxieux, il n'y a plus d'espoir pour moi, etc. Donc, qu'est-ce que l'hypnose a à voir avec ça? Moi, ce que je trouve magique, c'est que l'hypnose est aussi une fiction. Alors, quand je dis ça, je ne devrais
pas dire ça, et encore moins au Québec où il y a des chercheurs remarquables comme Mathieu Landry qui passent leur temps, ou Amir Raz et quelques autres qui passent leur temps à tenter de mettre en évidence les mécanismes neurologiques qui sont liés à l'hypnose. Mais au fond, les mécanismes neurologiques qui sont liés à l'hypnose n'expliquent pas complètement le phénomène à ce jour. Et on était hier et avant-hier à des Mhm. inaugurations du centre de formation de l'Arche à Paris. Et on est tous d'accord sur le fait que la recherche, pour l'instant, peut donner des corrélats neurologiques de certaines choses qui se passent en hypnose, mais en fait, aujourd'hui, au XXIe siècle, 2 siècles et demi après l'apparition de l'hypnose, on n'a toujours pas de définition internationale satisfaisante de ce que c'est que l'hypnose. De même qu'on n'arrive même pas à trancher le débat de savoir s'il existe ou non un état d'hypnose. Donc, C'est une fiction par contre, voilà. au service de l'humain qui en a Alors, besoin. ce qui est intéressant, c'est ça n'est peut-être pas qu'une fiction, puisque apparemment, il y a quelque chose dans ce qu'on appelle hypnose qui produit des effets. Mm. Mais au fond, il y a aussi dans quelque chose qu'on appelle Dieu, quelque chose qui produit des effets. Il y a aussi dans quelque chose qu'on appelle la nation, quelque chose qui produit des effets. Il y a aussi dans ce qu'on appelle l'argent qui n'existe pas, Qui quelque produit chose des qui effets. produit des effets. Donc on voit que le paradoxe déjà, c'est que les fictions produisent des effets. Ouais. D'où la distinction entre subjectivité et objectivité. Alors, moi, j'ai été journaliste pendant longtemps. Ouais. Et s'il y a bien un truc, et je suis issu d'une famille de magistrats, Mhm. s'il y a bien un truc auquel je ne crois pas, c'est à l'objectivité. Ce à quoi je crois à peu près, c'est à l'existence de faits. Mhm. Mais le simple fait de sélectionner un fait plutôt qu'un autre ou d'observer un fait sous un angle plutôt qu'un autre fait déjà disparaître une partie de Bien l'objectivité. sûr. On peut observer des faits sans être objectif. On fait que ça en fait. On Ben oui. passe notre temps à observer subjectivement des faits quand on n'est pas dans une réalité alternative. Quand on passe dans une réalité alternative, avec ces fameux faits, ces fameuses vérités alternatives ou cette post-vérité, là, on nie même l'existence des faits, Mhm. ce qui, en principe, est un des éléments de définition de la psychose. Et c'est intéressant de se demander vers quoi va notre société aujourd'hui. C'est pas très rassurant. Mais au fond, la culture occidentale naît aussi d'une psychose. Parce qu'un homme qui entend des voix dans le désert pour lesquelles il est prêt à sacrifier son enfant avec un couteau, au XXIe siècle, il y a des chances pour qu'il y ait des infirmiers qui viennent le chercher pour l'interner. Donc c'est important de se rappeler que les fondations même de notre société sont nées de ce qu'on appellerait un épisode psychotique au XXIe siècle. Il faut juste se rappeler que la définition même de ce qu'est la pathologie mentale est une définition culturelle et Mhm. idéologique qui dépend de la définition de la normalité. Voilà. Et donc, qui change d'un pays à l'autre et qui Et change d'une époque à d'une époque l'autre. à l'autre, etc. Et par exemple, en Union soviétique, il suffisait d'être opposant pour être fou, Mm. ce qui n'était pas forcément absurde compte tenu du risque que ça demandait de prendre. Mais Mhm. bon, si on revient à l'hypnose, et vous voyez, l'hypnose, elle emmène dans des endroits comme ça parce que on peut pas séparer l'hypnose de la psychologie, on peut pas séparer l'hypnose des neurosciences, on peut pas séparer l'hypnose de la sociologie, de l'anthropologie, de l'ethnologie, de la littérature. C'est une des caractéristiques de ce fait complexe qu'il vient toucher pratiquement l'ensemble des sciences humaines. C'est vraiment un fait très complexe et c'est ce qui rend son appréhension scientifique extrêmement Plus complexe. difficile, ouais. Pardon pour les digressions. Ouais. Donc l'hypnose, c'est un fait social et culturel dont il est difficile de définir les contours objectifs, qui n'a pas de définition complète. Un des rares critères sur lequel la littérature internationale s'accorde au plan scientifique, c'est sur l'idée que c'est un état de focalisation attentionnelle.
Mais bon, des états de focalisation attentionnelle, Il je y sais en a pas, quand plein. vous êtes au Ouais. boulot, il y en a un paquet, hein, par Ouais. exemple, dans lequel on pourrait avoir le sentiment d'une altération de notre sentiment d'agentivité, c'est-à-dire avoir l'impression que des choses se font en dehors de notre volonté. Mais ça aussi, ça se produit tout le temps. La plupart des gens qui se disent des choses pas gentilles ou qui ont peur ou qui se posent des questions le font rarement volontairement, en fait. Ça Mhm. se fait automatiquement. Ouais. Et justement, c'est un peu le paradoxe, c'est on s'aperçoit qu'une énorme quantité de l'activité psychique humaine, pour pas parler de son activité physiologique, Ouais. etc., est involontaire, Automatisé. automatisée. En sciences cognitives, on dirait non contrôlée, Mhm. parce qu'elle n'est pas forcément automatisée, elle peut se varier, ça pose plein de questions. Ouais. Non contrôlée. Et l'hypnose, elle a une double caractéristique. C'est une histoire qu'on raconte en Occident depuis la fin du XVIIIe siècle, qui produit le même type d'effet que d'autres histoires qu'on a racontées dans d'autres cultures et sous d'autres latitudes, qu'on appelle ça, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de plein de manières différentes. Pour moi, le cœur de ça, et c'est pour ça qu'on a appelé notre soirée, enfin, qui est votre déjeuner, notre soirée, mais votre déjeuner, euh, euh, Entre entre science science et et magie. magie, c'est que ce à quoi ressemble le plus l'hypnose, c'est à un sortilège, c'est-à-dire à cette idée que des mots vont produire une réalité. Hmm. Et si des mots produisent une réalité, et si me dire je suis nul, je suis pas capable, peut me mettre dans un état émotionnel qui m'amène à me sentir nul et pas capable, alors l'hypnose est une façon différente d'utiliser les mots pour défaire ces sortilèges Mhm. et en créer d'autres. Il y a un plus joli mot que sortilège, c'est le mot charme. Hmm. Parce que dans le français ancien, on, on, on donnait un charme pour obtenir un résultat, pour créer quelque chose. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de ça dans l'hypnose, de euh, charmer quelque chose chez la personne qu'on accompagne pour la libérer d'un ancien sortilège ou lui permettre d'avoir accès à des ressources auxquelles elle ne sait pas avoir accès volontairement et consciemment. Par un nouveau sortilège. Ben, en fait, l'hypnose me fait un peu penser au métamodèle pour ceux qui connaissent la PNL. C'est-à-dire, l'hypnose, c'est un sortilège et une histoire qui permet de modifier l'histoire et les sortilèges qu'on se raconte, là où le métamodèle qui a été inventé par la PNL de Richard Bandler et John Mhm. Grinder, c'est un modèle de représentation du monde qui permet de changer les représentations du monde. Mhm. C'est, en fait, c'est les technologies de l'esprit qu'on cherche depuis très longtemps sous plein de formes. La prière, si on n'est pas croyant, est une technologie du même ordre. Si on est croyant, on ne vient pas la mettre en question dans sa fonction. Ouais, mais Émile Coué avait quelque chose d'assez semblable en fait Absolument. à la prière. Donc, il y avait cette idée de se répéter en boucle de la manière la plus sincère possible, hein, des affirmations qui avaient cette vocation-là de nous faire du bien. Ça ressemble quand même à une prière. J'avoue que dans les prières judéo-chrétiennes, celles qui me plaisent le plus en tant qu'hypnotiseur, sont celles qui expriment de la gratitude, même quand ce qu'on attend ne s'est pas encore produit, parce que je trouve que c'est une suggestion Mm. extraordinaire de remercier par avance pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit et se donner le sentiment de se connecter aux puissances qui régissent notre vie. Mm. Parce que c'est un peu ça, une action de grâce. Ou, tu vois, je trouve ça assez magique au fond. C'est dire merci, même si c'est pas encore là, parce que de toute façon, le simple fait d'être vivant mérite déjà d'être reconnaissant. Au fond, la prière et tous les rituels ont une fonction première, c'est de nous relier aux puissances qui régissent le vivant, quel que soit le nom dont on les nomme. Mhm. Et c'est bizarrement pour ça que ces formes d'évocation ou d'invocation existent dans à peu près toutes les cultures pour entrer en contact avec ce qui dépasse notre propre
volonté et notre propre puissance. Et j'ai envie de rebondir là-dessus. Quelle place a le corps à cet endroit-là? Ah, Mhm. Parce que bon, l'hypnose, quand on voit les démonstrations, qu'on voit le corps qui fou, bascule ou le corps qui fou, puis s'effondre au sol, hein, quand on voit l'hypnose de spectacle, ouais. ou une main qui il va tout seul, tu parles de cette puissance de vie, tu parles Ah, de mais je vais ce prendre qui un nous exemple agit, tellement ouais. plus simple. Pour peu qu'il y ait quelques personnes anxieuses parmi les personnes qui nous écoutent, Mm. vous aurez remarqué, nous les anxieux, c'est-à-dire nous les êtres humains les plus évolués, puisque l'anxiété est un trait de l'évolution humaine qui favorise sa survie en le protégeant par anticipation du danger. Waouh! On n'aime pas l'anxiété, mais c'est un des plus grands progrès de l'espèce humaine. Après, il ne faut pas oublier que ça utilise l'imagination, C'est l'imaginaire, là que je vais. ouais, la focalisation vers l'avenir. Mhm. L'anxiété, l'anxiété d'anticipation, la capacité à imaginer des problèmes qui ne se produiront peut-être jamais pour y trouver par anticipation des solutions en se sentant déjà mal, comme si ça s'était produit. Je trouve ça absolument extraordinaire. Au début, quand je donnais des cours d'auto-hypnose à des gens qui venaient découvrir l'hypnose, ce seul exemple permettait de comprendre que tout le monde est hypnotisable puisque tout le monde est capable de ressentir dans son corps les effets de son imagination. Mhm. Je ne sais pas dire mieux, en fait, tu vois, par Ouais. rapport à ça. C'est, et il suffit qu'un parent dise à un enfant, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu es pas beau, peu importe quoi, pour que cet enfant éprouve dans son corps le sentiment d'être nul, de ne pas se sentir capable d'y arriver, se voit sans aimer son image et ainsi de suite. C'est-à-dire que on en parlait à midi, les mots sont une chose extraordinaire. Les mots sont une vibration symbolique et conventionnelle de l'air, puisqu'il faut qu'on ait la même compréhension de la vibration qui permet de transmettre des représentations, des idées, des images mentales d'un esprit à l'autre. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas toujours transmis de la manière la plus pure et la plus précise. Quelqu'un entend je t'aime et se dit qu'est-ce qu'il veut me voler? Vous voyez, C'est déformé en cours de route. parfois il Chaque arrive fois. qu'il y ait de l'interprétation. Mais Mhm. le principe des mots, c'est de transmettre l'intérieur de notre psyché pour qu'elle puisse intégrer une autre psyché. Mhm. C'est quand même assez Ben, magique c'est quand on y magique. pense. Et, euh, et voilà ce que fait l'hypnose. Elle transmet les représentations imaginaires d'une personne pour les communiquer à une autre qui peut les accepter ou les refuser et qui, s'il les laisse entrer en elle ou en lui, va en éprouver les effets. De manière tangible, Ouais. dans le Dans le corps. corps, Ouais. quand on dit à quelqu'un, je t'aime, tu es beau, tu es capable, je crois en toi, ben, on ressent autre chose que quand on dit à quelqu'un, t'es moche, je t'aime pas, tu pues. Tu vois, ça produit pas le même effet. Et le corps va pas du tout se tenir de la même manière et le ressenti ne va pas être le même et les pensées associées à ça ne vont pas être les mêmes. Et quand cette personne sera dans une difficulté, si elle s'est entendue répéter qu'elle avait le droit de se tromper, qu'elle avait des qualités, que tout le monde se trompait, elle n'éprouvera pas du tout la même chose que si elle pense qu'elle doit tout réussir pour avoir le droit d'être peut-être à un moment donné aimée ou vue. Mhm. Et je crois que si il y avait bien une chose, on parle souvent de réglementer l'usage de l'hypnose, moi je serais pour qu'on réglemente l'usage de la parentalité. On ne devrait pas être parent avant de comprendre l'impact des suggestions sur l'esprit des enfants qu'on élève. Parce que c'est le moment. La première hypnose, elle commence entre l'enfant et le parent, et c'est probablement quelque chose de similaire à l'autorité parentale qui s'exerce dans l'hypnose. Parce que finalement, quand un enfant entend un parent lui dire quelque chose, en tout cas avant l'âge de 5, 6 ans, il a tendance à le croire et à penser que c'est la vérité et à l'intégrer complètement. Je ne comprends même pas, j'exagère en disant ça,
comment on ose élever un enfant sans avoir une pleine conscience des mots que l'on prononce et de leur impact sur les sentiments de la personne qu'on a en face. Donc moi, je serais pour réglementer l'usage de la parentalité ou du langage chez les parents. Du langage en général. Parce que Peut-être. même entre nous, si on savait bien choisir librement, Ah, en toute conscience, ce qu'on dit à l'autre, ouais, ce serait quand voilà, même chouette. c'est ça. Je crains que ça ne rende pas la société très libre, donc on va laisser la liberté de parole à tout le monde, mais parfois c'est dommage. Parfois, quand même, c'est dommage. J'aurais envie de revenir sur l'état de focalisation et ce qu'il permet, parce que là, on parle plus de l'aspect suggestion, Oui, donc il y a plusieurs aspects dans l'hypnose. Et bien sûr, il y a toute cette art de placer les mots d'une certaine manière et choisir ce qu'on a envie de donner comme sortilège à la personne. oui. Hein? Mais il y a quand même cet état qui permet de faire un peu le ménage dans les sortilèges déjà en place. Donc, c'est comme une posture ou une manière d'être au C'est la monde partie qui... la plus mystérieuse, je Ah, trouve. ah. Alors, ce que j'explique un peu en conversationnel pour simplifier, c'est qu'il y a cinq, six grands moyens de créer de l'hypnose chez une personne. Mhm, Mais peut-être que l'hypnose, c'est juste un état d'ouverture à la communication, justement. Le premier, c'est la focalisation attentionnelle, parce que tu es violoniste mhm. et tu sais que quand on parle à quelqu'un qui n'écoute pas, tu connais l'expression. Oui. Non, tu vois, C'est quoi? c'est comme pisser dans Pisser un dans violon. un violon. Voilà. Ouais, ça donne Donc, rien. Mm. voilà. Donc, on a besoin que la personne soit d'abord attentive à ce qui lui est dit et dans un deuxième temps, attentive sur ce que ça provoque, à ce que ça provoque en elle. L'effet. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, la personne, je pense pas que ce soit toujours nécessaire, parce que je pense qu'une personne peut être très en hypnose sans être consciente Mhm, qu'elle est en hypnose. mhm, Mais en revanche, si on veut qu'elle puisse se servir de l'hypnose de manière autonome ou assistée pour faire un mhm, travail personnel, c'est important que cette focalisation attentionnelle qui est créée par la relation lui permette de maintenir son attention sur ses propres processus internes. mhm. Ce qu'on fait quand même pas tous les jours. Ben, Euh, ça dépend. Il y a des gens qui font de la méditation, du yoga, ouais. du qigong, Donc, à ce de moment-là, l'introspection, du questionnement ouais, socratique. Il y a des gens qui ont oui, déjà cette pratique-là sous une oui, forme ou sous une autre. voilà. La particularité de l'hypnose par rapport à d'autres formes d'introspection, Mm. c'est qu'elle ne s'intéresse pas qu'à la rationalité. Elle considère l'imaginaire, même involontaire, c'est-à-dire, justement, on retourne à cette notion d'irrationnel, quoi que ces mots veuillent dire, comme aussi valable que la raison pour la formation des impressions intérieures. Parce que si on prend l'exemple de la raison, quand on dit à un enfant, t'es con ou t'es moche, en fait, rationnellement, ce gamin pourrait se dire, après tout, ça n'est que son point de vue, selon ses critères, il est libre de penser ce qu'il veut et je suis libre de penser ce que je veux. Mais en vrai, ça ne marche pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire une personne ou une source à laquelle on attribue une autorité. En psychologie sociale, ça s'appelle l'effet de crédibilité de la Mhm, source. mhm, En fonction de la qualité qu'on attribue à la personne qui émet un message de communication, on va se laisser imprégner par ce message ou non. mhm, Un deuxième fait qui va faire que ça va se produire ou non, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est quand on reçoit un message qui est en désaccord avec ce qu'on a l'habitude de penser, notre système nerveux a tendance à résister à mhm, cette information parce qu'elle crée un inconfort émotionnel. mhm. Je vous donne un exemple que je donne en formation de conversationnel par rapport à ça. Dites-vous les mots que je vais prononcer dans un instant à l'intérieur de votre esprit et observez ce que ça fait dans le corps. La pollution, c'est bon pour la santé. Et vous sentez qu'on va pas tous éprouver, ah oui, c'est vrai.
Ça fait plutôt comme dans les jeux télévisés, main, Ouais, mauvaise réponse. ouais, C'est-à-dire, on a ce qui est inquiétant si on réalise ça, c'est que ce qui nous fait déterminer que quelque chose est vrai ou pas la plupart du temps, c'est à l'intérieur. c'est pas l'analyse rationnelle de Mhm, ce qui est dit, c'est le ressenti éprouvé. mhm, La droite, c'est des méchants. La gauche, ils sont méchants. Les Noirs, les Arabes, les Africains, les hommes, les femmes, les Indiens. Tout ça, on se crée des catégories, on y attribue des émotions. Et une fois qu'on a collé des émotions sur des stéréotypes, c'est très difficile de faire changer ce qu'on appelle en psychologie sociale une attitude, mhm. c'est-à-dire une façon d'entrer en relation Avec ce qui est là. avec ce qui est déjà là. Refais ton geste parce que c'est quand même intéressant. Tantôt, tu parlais des méthodes pour amener de la transe. Oui. Ouais, tu as parlé de focalisation avec l'introspection, avec Je me tout ça. méfie hein, quand elle fait ça. Mais qu'est-ce qui aiderait dans tout ce qu'on connaît sur les inductions hypnotiques, par exemple, ou ceux qui aident à favoriser l'apparition d'états hypnotiques, à, C'est là qu'on revient à- aux six grands inducteurs. oui, Le alors, premier, c'est la ouais, focalisation et il va être nécessaire dans tout processus parce que d'abord, ça demande de capter l'attention et de la mettre à un endroit. C'est le dénominateur commun de tout ce qu'on appelle expérience hypnotique. Le deuxième, c'est la qualité de la relation, hmm, c'est-à-dire les qualités qu'on attribue à l'autre. Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que tu es crédible? Est-ce que ce que tu penses a du sens? Est-ce que je me sens respecté? mhm, Est-ce que je peux m'en remettre à toi? ouais, Ce qu'on appelait au 19e siècle l'autorité morale. mhm. L'autorité morale, pas la Non, domination, non, non, non. le respect, la confiance. Ouais. Deuxième aspect. Et puis, au milieu de tout ça, il y a quatre aspects, quatre outils à utiliser. L'imagination, c'est une qualité de l'esprit humain qui est très étrange, parce qu'on peut imaginer volontairement quelque chose. Si je vous dis imaginez un carré, vous êtes capable d'imaginer un carré volontairement. Hmm. Si je vous dis gardez ce carré dans votre esprit, fermez les yeux un instant et observez ce qui se passe, ben, vous allez voir que si vous focalisez votre attention dessus, il est fort probable que d'autres choses commencent Hmm. à apparaître une couleur, un mouvement, un cercle. Je sais pas ce que c'était pour toi, mais Ouais, c'est devenu une fenêtre. voilà, Ouais. et cette particularité de l'imagination, c'est que c'est une des rares fonctions de l'esprit qui peut être à la fois Ouais. volontaire Et et involontaire. involontaire et passer de l'un à l'autre. Mhm. On peut passer de l'imagination volontaire à l'imagination involontaire et on peut attraper l'imagination involontaire et en se focalisant suffisamment dessus, l'orienter pour la modifier volontairement. Et là, si on fait des références historiques dans l'approche d'association libre de la Bien psychanalyse, il y sûr, avait un truc à propos de ça, bien sûr. c'est-à-dire appeler, hein, inviter les L'imaginaire, imaginations, ouais, pour ben, comprendre pour le coup, parce que c'était plutôt dans une optique d'analyse, donc de mieux comprendre qu'est-ce que la psyché ou l'inconscient tentait de nous fournir comme matériel sur nous-mêmes, pour nous raconter peut-être une identité plus riche ou complexe que ce qui était l'identité de surface. c'est toute la richesse et toute la limite de la psychanalyse. Ouais, Toute sa richesse, alors pour ceux qui ne le savent pas, la psychanalyse est née de ben l'hypnose. oui. Elle en est vraiment la fille. C'est-à-dire que Freud, en étudiant l'hypnose, a observé que l'hypnose telle qu'elle était pratiquée au 19e siècle euh, était une hypnose très directive où on Mhm. suggérait aux gens le changement. Et il a vu que ça pouvait avoir des limites, que ça respectait pas forcément les processus psychiques propres à la personne. Mhm. Et puis, il s'est aussi aperçu que ça fonctionnait plus facilement quand on était en position d'autorité sur le sujet. Il s'est rendu compte qu'il avait plus de mal à hypnotiser des femmes de la haute société que des ouvriers, ce genre de choses.
Bon, de toute façon, il n'avait pas vraiment beaucoup de clients ouvriers, vu que, Il n'y avait pas d'argent. voilà. Mais par exemple, Liébo travaillait à Nancy avec des gens très désargentés. Il hypnotisait à la chaîne les gens en leur disant, vous allez aller mieux. Et au fond, il ne faisait rien d'autre qu'utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet placebo. C'est-à-dire un médecin qui vous dit avec certitude que vous allez guérir. Alors, idéalement, on vous rajoute une pilule de sucre ou de plate et on vous dit, vous allez guérir si vous prenez ça régulièrement. Mm. Et ça produit des effets positifs dans, en moyenne, 40% des cas, Mm. ce qui est quand même pas mal. Mm. Je reviens aux techniques. Donc, on Ouais. voit l'imagination Mhm. est une technique de l'hypnose. La relation et la focalisation sont indispensables. Mhm. Il en reste trois. Encore trois. Il nous reste la saturation, c'est-à-dire la surcharge sensorielle et cognitive du sujet, ce qu'on trouve beaucoup dans beaucoup de traditions premières, dans des peuples premiers, Mhm. avec notamment la musique, la danse, l'épuisement, c'est-à-dire un état où la capacité de contrôle cognitif disparaît. Mhm. On le pratique en hypnose avec d'autres techniques, mais le mécanisme est le même, c'est de saturer la capacité de contrôle de l'individu. Il va m'en manquer un, hein. Euh, Émotion. ah, l'émotion, voilà, Ouais. merci. Euh, L'émotion, c'est intéressant aussi. J'appelle souvent en formation l'émotion un peu comme la porte des étoiles de la psyché, le Stargate de l'esprit. Parce que l'émotion, c'est à la frontière entre la conscience et ce qui est inconscient. C'est-à-dire qu'en général, ce qui se passe derrière l'émotion, avant que l'émotion arrive, on n'en est pas conscient. Mhm. En fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est qu'on perçoit une information, on l'associe à des modèles qui existent déjà à l'intérieur, Des souvenirs, des apprentissages. Voilà. On va on reçoit une image. En fait, on fait un peu comme une intelligence artificielle, Ouais. peut-être. Il y a un stimulus à l'extérieur. On Mhm. va comparer à notre base de données interne. Ouais. Et puis, dans notre base de données interne, pour chaque représentation, il y a ce que Antonio Damasio a appelé un marqueur somatique. C'est une qualité et une intensité émotionnelle. Et l'émotion va arriver à la suite de ces processus inconscients. On parle de quelque chose qui est de l'ordre d'une demi-seconde, Ouais. hein, et même parfois moins. Et après ça, vient la conscience de ce qu'on est en train d'observer et le discours qu'on a autour de tout ça. Et on s'aperçoit que quand une personne a une émotion, si on utilise l'émotion et qu'on rentre à l'intérieur, elle nous emmène sur les schémas inconscients qu'a la personne. C'est une des façons qu'on a de pratiquer l'hypnose conversationnelle. Je reviendrai à ce que veut dire hypnose conversationnelle s'il nous reste du temps, parce qu'on est bavard et ça fait déjà 45 minutes qu'on Ouais. parle. On se disait, peut-être on n'aura pas une heure à parler, Non, c'est pas mais du on ne tout. s'est jamais dit ça. Euh, et je termine par une, un outil de l'hypnose qui est pour moi le plus intéressant. Enfin, les autres sont importants, Mm. mais celui-là, il a une particularité que je trouve étonnante, c'est la confusion. Mm. Un autre mot pourrait trouver pour confusion, c'est une expression, on pourrait parler de désorientation cognitive ou de retour à l'incertitude. Mhm. En fait, dans nos pensées, on se dit, cet objet est tombé parce qu'il y a la gravité. Imaginez ce qui se passerait si vous lâchiez l'objet et qu'il restait en train de flotter. Je Euh, pense que vos yeux s'écarquilleraient sans comprendre ce qui se passe. mm. Ou si, en vous levant, vous vous mettiez à marcher avec des pattes de canard. Mm. Ou si, en prenant un verre d'eau, vous aviez l'impression qu'il est dur et qu'il faut le mâcher. Ça paraît bizarre, hein, ces choses-là. Mais en fait, notre cerveau a une caractéristique très particulière. On l'évoquait pour l'anxiété, mais c'est vrai pour d'autres choses. L'esprit humain, on l'appelle, comment on appelle ça? Ça va me revenir. C'est un esprit Prospectif. prédictif. Prédictif. Ouais. C'est-à-dire que dès lors que j'ai une information, j'ai tendance à anticiper tout ce qu'il y a à comprendre et tout ce qui pourrait se dérouler
à partir de cette information de manière complètement inconsciente. Si je Ben fais ouais. ça, vous voyez, automatiquement, il y a un schéma comportemental qui fait que Anne-Hélène me tend la main. Ouais, Si je fais ça et que je fais ça, voilà, ouais. on rentre dans autre chose, c'est des techniques d'hypnose de spectacle, c'est-à-dire qu'on vient interrompre le programme automatisé chez la personne. Je ne sais pas si c'est clair cette idée-là. Or, chacune de nos pensées est en fait un processus automatisé. La plupart de nos pensées ne sont pas des pensées au sens où elles ne questionnent pas le réel. Moi, j'appelle ça du radotage parce qu'on croit qu'on sait et on répète On toujours la même répète. Ouais. chose. Et c'est pratique, parce que c'est intéressant de savoir une fois pour toutes que si je lâche la tasse, elle va Oui, tomber oui, oui. et qu'il vaut mieux que je continue à la tenir. Oui. Donc, radoter sur un certain nombre de faits, c'est C'est une super. façon d'avoir des points de repère dans la réalité. Le problème, c'est quand alors? J'y viens, j'y viens. Ah ah. Attends. Le... Le problème, c'est que certains de nos programmes qui ont été instaurés très tôt dans la vie euh, peuvent être complètement inadaptés à la réalité qu'on vit à l'instant T. Parce que ben, c'est un peu comme Windows 95, il vaut mieux le mettre à jour, il y a quelques bugs qui traînent à l'intérieur. Si je prends un exemple que j'aime bien donner, pour un enfant de 6 mois, la meilleure solution pour obtenir tout ce dont il a besoin, L'heure est très fort. voilà, le même comportement comme solution principale chez un adulte de 40 ans est un problème. Mm. Euh, Penser que euh, on n'est pas capable peut être utile quand on a besoin d'aide, Ouais. mais penser qu'on n'est pas capable quand on pourrait être capable est limitant. Ouais. Il y a tellement d'exemples qu'on va même pas rentrer dans le détail de ça, et puis ça demanderait d'aller de plus en plus dans le détail parce qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles ces programmes peuvent se maintenir ou se développer. Mais toujours est-il qu'on a tendance à se dire, ben voilà, si c'est comme ça, c'est parce que ça, et alors ça veut dire que ça. On fait du sens de ce qui nous arrive parce que le sens, c'est ce qui nous permet de nous orienter dans le temps, dans l'espace, de prendre des décisions, d'agir, et au fond, notre cerveau, il est là pour nous permettre d'agir, pour assurer notre survie. Mhm. Parce que si on n'agit pas, on a tendance à mourir. Mm. Euh, et là où je trouve la confusion merveilleuse, et la manière dont on l'utilise, je peux parler un peu de Ben, conversationnel quand quand même. même, dont on l'utilise en conversationnel, et c'est très proche de certains aspects de la PNL, on va juste les pousser un peu plus loin en fait. C'est de questionner la personne ou de créer des failles dans ses certitudes pour que tout d'un coup, là où il y avait de la certitude, il y ait de nouveau de la question. Mm. Et si par exemple, je te disais, comment tu saurais que tu n'es pas une femme? Voilà, vous voyez, ça commence par faire ça. Mais je ne me suis pas posé cette question, j'ai pas de repère pour ça. Est-ce que vraiment, et puis on pourrait même rajouter, et est-ce que le fait que tu aies un sexe masculin ferait que tu n'es pas une Ben, femme? c'est pour ça que c'est pas si Hein? C'est simple, pas hein? si Ben simple, non. hein? Du coup, comment je saurais? Et là, vous voyez, on retourne À cet dans, état-là. dans cet état d'incertitude Mm. où justement comment ça s'appelle, je vais y arriver, la dissonance cognitive ne fonctionne plus Ouais. parce que la certitude n'est plus là Ouais. et du coup l'information peut de nouveau rentrer. Oui. L'information va rentrer, une information nouvelle va Nouvelle. rentrer Mhm. quand on a une confiance très forte dans la personne qu'on a en face, quand on n'a plus la capacité de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand on rentre dans cet état émotionnel qui nous emmène de l'autre côté du contrôle, quand on est complètement désorienté. Dans chacun de ces états-là, et c'est d'ailleurs comme ça qu'un certain nombre de politiciens, de leaders sectaires vont créer de la suggestibilité par l'épuisement, par la confusion, par la désorientation, Et en générant beaucoup d'états de peur, par exemple, pour, souvent de hein, de l'émotion, l'émotion. de telle façon que l'esprit soit de nouveau malléable. Ouais. Ben, les mêmes outils qui peuvent être utilisés de manière malsaine peuvent être mis au service d'une personne pour qu'elle se réapproprie du pouvoir sur sa vie. Et c'est là C'est le thème du c'est ça jour. la job qu'on fait, madame. Oui, mais c'est ça. Hein, l'hypnose au service de l'humain. Donc, tous ces outils-là qui sont, si on, quand même,
met une étiquette dessus. Beaucoup des outils de communication, de relations euh, au service de l'humain. Mais il y a plein de choses mystérieuses encore. Moi, je reste de plus en plus persuadé que ce qui fonctionne dans l'esprit humain, ce sont les récits. Parce Mm, que les récits, les histoires qu'on se raconte, comme l'hypnose, ont la même caractéristique. C'est pas juste des faits et de l'analyse, mm, c'est de l'émotion et de l'identification. C'est du corps. mm, C'est qu'est-ce que demandent en premier les enfants une fois qu'ils sont nourris? Raconte-moi une histoire. Nous comprenons le monde à travers les histoires. mm, Et vraiment, je crois que l'hypnose, c'est l'histoire que le 18e et le 19e siècle nous ont offert pour avoir accès à des choses qui auparavant étaient accessibles avec des explications spiritualistes, religieuses. Et c'est ni bon ni mauvais pour moi. Euh, mais en fait, c'est comme une façon de réhabiliter ce qui est au-delà de la logique et de l'analyse, parce que si on repense à ça, ben, une phobie de l'avion ou des bretzels n'a absolument... J'ai eu une personne qui avait une phobie des bretzels. OK. Et, C'est plutôt rare, mais bon. Kevin a eu quelqu'un qui avait une phobie des chasses d'eau. Tu vois? OK. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de terrifiant dans une chasse d'eau? C'est là que le problème, C'est l'histoire qu'on se raconte qu'on ne à sait même propos. pas qu'on se On raconte. ne sait même pas qu'on se raconte, mais qui est tout de même là quelque part. Et parfois, c'est même pas une histoire sur les chasses d'eau. Parfois, c'est une histoire sur une autre peur Mhm, qu'on a mis de côté et mhm. on a fabriqué une histoire sur les chasses d'eau pour ne pas se confronter à l'autre peur. Voilà. C'est-à-dire que les mécanismes de l'esprit humain sont pour le moins créatifs. Ouais. D'où la phrase euh, commencer à apprendre à piloter l'imaginaire pour ne pas être le jouet de Oui, l'imagination. Ouais. c'est d'ailleurs Robbins qui a proposé cette idée-là. Apprenez à maîtriser votre imagination pour... Sinon, vous allez être le jouet Oui. hein, de Mais on trouve la l'imagination. même chose dans les X-Men, hein, c'est maîtriser votre pouvoir pour éviter qu'il ne vous maîtrise. Mhm, C'est intéressant, puisqu'en plus, les X-Men, on évoque l'idée que ça pourrait être une métaphore d'Erickson et de ses élèves, mhm. puisque le professeur Xavier, dans sa chaise roulante, a pu être évoqué comme étant une métaphore de Milton Erickson. On dit deux ou trois mots sur Milton Erickson quand même. Ah, moi, je suis tombé amoureux. En fait, je suis pas tombé amoureux de l'hypnose. J'avais pas la moindre intention de faire de l'hypnose dans ma vie. Mm. Je m'étais intéressé à l'hypnose parce que j'avais une proche qui était gravement malade et que je cherchais comment l'aider elle et m'aider moi. Mais jamais j'aurais continué à pratiquer l'hypnose si j'avais pas rencontré ce personnage que je trouve beau, intelligent, attendrissant, brillant, génial en fait, parce qu'il a compris une chose centrale, c'est que l'hypnose, ça n'est pas un pouvoir de l'hypnotiseur, c'est une compétence de l'hypnotisé, et que le rôle de l'hypnotiseur n'est que d'aider une personne à découvrir cette capacité en elle-même d'entrer justement dans son code source au lieu de rester à la surface de cette interface utilisateur qui ne permet pas d'avoir accès à certaines fonctions. Mm. C'est, je trouve, alors il y a beaucoup de choses à dire sur Erickson et il nous reste 4 minutes, donc on va pas rentrer dans sa biographie, Mm. mais son respect, sa curiosité, son travail acharné et sa créativité, son goût de l'exploration et plus que tout, je crois, son émerveillement pour les ressources de l'être humain et les mystères de l'esprit humain. Moi, je trouve ça incroyable. Puisqu'il nous reste pas très longtemps, je voudrais Ouais, revenir à cette idée de magie. Parce que justement, ce que Erickson m'a fait toucher, c'est que l'hypnose était l'essence même de la magie.
En fait, dans le monde, il y a deux sortes de magie. Je suis très ambitieux en disant ça. Il y a une magie qui s'appelle la science, la technologie, et qui permet de transformer le réel, la matière, qui Mhm, permet de tuer des virus et de créer des barrages qui ne s'effondrent pas et de prévoir le cours des astres et ce genre de choses. mhm. Ça, c'est une des deux magies. Ouais. Et l'autre magie, pour moi, c'est la magie de la suggestion, c'est la magie du verbe qui ne permet pas de changer le réel, Mhm, mais qui permet de changer la perception du réel, mhm. qui fait que si on dit à une personne, mais tu vois, cette main, elle peut devenir le vecteur de quelque chose en toi qui a besoin d'être entendu, reconnu et accueilli. Alors il se passe une chose, c'est que cette main devient le vecteur de quelque chose qui peut être accueilli, entendu et reconnu, et que on va jouer un petit peu, Ben oui. et on va, oui, c'est l'autre qui parle pendant ce temps-là, je la vois, et on va juste lui demander, est-ce que tu peux leur montrer avec un mouvement involontaire que les paroles créent des réactions dans le corps, et qu'il suffirait de faire pour te donner envie de bouger, ou est-ce que tu veux ton autonomie et contrôler les choses par toi-même? Ah voilà, tu commences à trouver le mouvement que toi tu choisis. Et c'est toujours intéressant justement de voir comment les effets se créent et comment ils se créent en concertation entre l'opérateur et le sujet. C'est pas l'hypnotiseur qui décide et c'est pas tout à fait la volonté du Non sujet. plus. C'est quelque chose à l'intérieur du sujet qui dit comment je vais interpréter ce truc-là pour prendre ce qui est utile tout en gardant ce qui m'est nécessaire pour pas être sous l'autorité de quelqu'un d'autre, par exemple. Puis à un moment donné, tu vas récupérer tout ça parce qu'on va pas leur faire la démo trop longtemps, Ouais, mais en même même si temps, là, ça continue à parler. ce qui est beau, c'est l'histoire que le corps met en scène un peu comme Oui, une danse, par exemple, ou le exactement, théâtre. Et exactement. là, ça devient un théâtre de soi. Et, mais si tu sais, avec ma compagne Lisa, qui viendra peut-être aussi à Québec dans un an et des poussières, puisqu'on en a parlé, on s'était dit un jour qu'on devrait faire une hypnose de spectacle, mais très particulière, où les mains deviendraient un théâtre de marionnettes pour les personnalités inconscientes qui viennent Mhm. s'exprimer. Parce que c'est vraiment quelque chose de très beau à observer. Ouais, On verra si on fait des choses comme ça un jour. On est un peu occupé, on ne manque pas de projet. d'activité. Non, c'est ça. Il est 19 heures chez nous, donc Mhm. 13 heures chez vous. Ouais. Donc, le fameux mystère autour de l'hypnose, il est quand même précieux pour Je laisser un peu de marge, n'est-ce voudrais pas? juste terminer avec un mot. Oui. Le mot qui symbolise l'hypnose et la magie est le même. C'est un mot araméen Mhm. qui veut dire il arrivera ce qui a été dit. Je vous laisse chercher comment on dit en araméen cette formule magique. Il arrivera ce qui a été dit, ou il est arrivé ce qui a été dit, ou il arrivera ce qui sera dit. Peut-être que vous le connaissez. Je vous laisse chercher. Merci, Jacques. Merci à vous. C'est un plaisir Et de merci à passer toi, une Annie. heure comme ça avec vous autour de cette hypnose. Et nous espérons bien vous croiser dans une déformation et voir semer comme ça quelques graines de curiosité. J'espère. Oui.